c'est le compte à rebours pour quelque chose d'assez exceptionnel. C'est ce qu'on appelle une consultation communautaire où on se place à votre écoute. Nous, à la Fondation Apprendre Genève, donc nous sommes le 2 mai 2025 et il s'agit de discuter, de vous consulter, de recueillir vos avis, de recueillir vos idées pour monter, inventer ensemble un programme de certification par les pairs pour l'équité dans la recherche et la pratique. Donc très content de vous retrouver aujourd'hui et bien sûr également toujours un plaisir de retrouver Charlotte Mbou, on va dire ma fidèle compère. Est-ce que tu acceptes ce qualificatif, Charlotte? Bien sûr, Reda, parce que nous avons déjà eu à faire des consultations comme celle-ci. Je pense notamment au réseau scolaire COVID-19. Je pense au mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et aujourd'hui, c'est autour de l'équité. Bayas Freedom. C'est toujours un plaisir. Formidable. Eh bien, c'est parti alors pour cette consultation qui réunit des acteurs de la santé qui ont participé au grand événement. Et aujourd'hui, nous allons voir ce dont nous sommes capables d'imaginer ensemble. Alors, pour ceux qui ont des soucis de connexion, et nous en avons tous à un moment ou à un autre, eh bien, n'oubliez pas, en cas de mauvaise connexion, il y a le podcast. Je demandais si Charlotte peut partager le lien pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Je sais que vous êtes nombreux, il y a plusieurs milliers de personnes qui suivent le podcast qui permet donc d'écouter comme à la radio les contenus de la Fondation Apprendre Genève. Donc ça permet un apprentissage vraiment au moment où vous le souhaitez et puis qui permet aussi de régler le problème de la vidéo qui peut être très coûteuse on vous encourage également à nous suivre sur les réseaux sociaux. On va donc, on vous indique ici comment demander la parole, donc vérifiez votre micro et votre casque. Si ça ne marche pas, la connexion ne passe pas, c'est dommage pour vous et aussi dommage pour nous. Tapez d'abord votre message dans le dialogue en direct, levez la main et activez votre microphone lorsqu'on vous appelle. Je rappelle les règles d'équité, si un homme a parlé, eh bien la personne suivante devra de préférence être une femme et si une personne d'un pays donné à parler, la personne suivante d'un autre pays. Voilà quelques rappels et puis surtout maintenant votre voix, votre parole. Quel est votre plus grand défi en matière d'équité? Eh bien, on va commencer par est-ce qu'on peut la qualifier d'ancienne? Il s'agit de Wastam Faye du Sénégal, qui est sage-femme. Oui, on vous écoute. Bonjour, Reda. Oui. Oui, je peux être qualifiée maintenant d'ancienne, je pense bien. Je suis avec vous depuis toute je 1 à toute 11. Vraiment, ça me fait très plaisir. Ancienne scolaire aussi de la Fondation Apprendre Genève. Je me présente, c'est Mme Sorna Faye, sage-femme au niveau du district sanitaire de Thiès au Sénégal. Et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous aussi. Donc, mon plus grand défi en matière d'équité, pour moi, ici au Sénégal, quand je parle d'équité, quand j'entends équité, c'est surtout équité au niveau des soins, surtout les soins primaires de base. J'aimerais bien que ce soit quelque chose de fait, quelque chose qu'on doit se battre pour soi, surtout pour nous, les personnels de santé. Parfois, dans le milieu hospitalier, on rencontre des cas où vraiment ça prise le cœur. Pour un peu ou un mois, on perd des gens qu'on devrait vraiment avoir parmi nous. Et bon, ça prise le cœur. Seulement si on pouvait avoir l'équité au niveau des soins, ce serait vraiment parfait. Merci beaucoup. Merci, Wastam Faye. Maintenant, on va entendre... alors, ils ne semblent plus être dans la salle. Ça fait erreur de ma part. OK. Eh bien, on va... OK, le voilà. Voilà. Donc, on va demander à Israël Badi Pouila de répondre à cette même question. Israël, soyez bienvenue. N'oubliez pas de vous présenter. Et pour faire court, résumez-nous quel est votre plus grand défi en matière d'équité dans la santé, dans votre travail, dans le travail que vous faites vous, pas au niveau international, mais vraiment dans votre travail quotidien. Merci beaucoup. Israël Badipila, médecin spécialiste en épidémiologie et médecine préventive, orientation contrôle des maladies en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi. Je suis analyste à la cellule de la recherche opérationnelle au niveau de la division provinciale de la santé du Haut-Katanga. Alors pour nous, le plus grand défi en matière d'équité reste
les droits fondamentaux. Je parle de ce qui est du vécu quotidien dans notre milieu, là que je travaille. Ce sont les droits fondamentaux et ça reste un défi majeur pour nous. Merci. Merci à vous. Alors, nous avons 3 objectifs aujourd'hui avec cette consultation communautaire. Premier objectif, Charlotte, quel est-il? Notre premier objectif, c'est de créer un programme d'apprentissage qui répond à vos besoins en matière d'équité. Numéro 2. Nous souhaitons comprendre ce qui compte le plus pour vous par rapport à vos objectifs. Et numéro 3. Nous voulons nous assurer que le programme est accessible à tous ceux qui en ont besoin. Merci Charlotte et votre participation, on en est convaincu, va contribuer à concevoir un programme qui peut faire la différence en termes des résultats de santé. Et on va commencer donc par vous restituer quelques-uns des apprentissages que vous avez partagés avec nous à l'occasion donc du grand événement. La première chose qu'on voulait souligner et rappeler, c'est simplement le nombre remarquable, une fois de plus, de praticiens qui ont répondu à l'appel de la Fondation Apprendre Genève. 2955 anglophones et 1830 francophones étaient présents. Donc entre les 2 événements, ça fait un grand total de 4785 participants. C'est tout à fait remarquable et cela présage justement, cela montre le potentiel. Imaginez si tous ces praticiens se mettent en mouvement, se coordonnent, partagent leur expérience et décident d'agir, de poursuivre, d'amplifier l'action qu'ils mènent déjà. C'est aussi pour cela que nous continuons à mener, à partager cet hommage aux contributeurs en amont du grand événement. Eh bien, vous étiez là aussi un nombre remarquable qui avait partagé au moins une, voire plusieurs expériences. En guise de rappel pour ce dont nous avons traité à l'occasion du grand événement, eh bien, il y avait 3 questions à poser. Quelles sont les hiérarchies oppressives qui opèrent? Qui fait partie du groupe dominant? Quels sont les types de problèmes en cause? Et si l'expérience comporte une solution ou un résultat, cela réduit-il ou élimine-t-il la hiérarchie oppressive? Et bien sûr, il fallait en préalable définir qu'est-ce qu'une hiérarchie oppressive exactement. Eh bien, c'est une hiérarchie qui nuit à certaines personnes et pas à d'autres. Si vous avez loupé l'événement, on vous invite à le revoir pour bien sûr en savoir plus. Mais au cœur de l'événement, c'est vraiment la puissance de l'apprentissage par les pairs où on fait le pari que lorsque des perspectives d'une très grande diversité se rejoignent, eh bien nous pouvons trouver ensemble de meilleures solutions. Très bien, mais alors comment peut-on mesurer ce grand événement avec beaucoup de participants, avec une thématique très intéressante et un outil, le Bias Free, le cadre Bias Free, avec des experts, des guides qui nous ont accompagnés, que nous saluons et nous remercions au passage. Comment mesurer quel impact? Eh bien, à la Fondation Apprendre Genève, on regarde donc ce triptyque, d'abord de la capacité du changement, donc dans l'environnement du travail, ensuite de la création de valeur par les activités en réseau, et bien sûr ensuite les résultats de santé proprement dits. Et donc, soyons clairs, dans les suites du grand événement, nous n'avons fait ni la mesure de la capacité pour le changement, ni la mesure des résultats de santé. Il ne faut pas sauter les étapes. On s'est concentré sur quelle valeur a été créée par votre participation, pour vous et ensuite collectivement. Et on a donc une mesure quantitative. Je ne vais pas m'attarder sur tous ces chiffres, mais simplement qu'on a une base de référence qui en fait est le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Donc un programme de partage d'expérience, d'apprentissage par les pairs de 4 mois mené entre mars et mai 2022. Je sais qu'il y en a, il y a des leaders de ce mouvement avec nous en studio, avec 10 000 mesures. Et une échelle de 1 à 6. 6, c'est vraiment le maximum. Et on vous demande sur 5 dimensions, vous savez qu'on vous a demandé, vous avez été plus de 659 à répondre. Vous donnez donc, vous mesurez pour chaque dimension. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, ce qui a été remarquable, c'est qu'un simple événement, donc 1 heure, un peu plus, légèrement plus d'1 heure, a produit un impact démesuré, hors proportion par rapport à l'heure que vous y avez consacrée. Vous voyez aussi le découpage par groupe professionnel et par région. On constate quand même que ceux qui vivent en Europe eh bien, avaient la mesure la plus faible. On pourrait revenir là-dessus. Peut-être qu'on en aura l'occasion s'il y a des collègues, des confrères et consoeurs qui vivent en Europe qui pourront nous dire ce qui a pu se passer pour eux, qui est différent
de la norme sur les autres continents. Et je suis volontairement provocateur en le formulant comme ça. Alors, la sensibilisation accrue aux biais systématiques. Plus du 3/4 d'entre vous nous ont dit mieux comprendre le fonctionnement des biais. Donc, par exemple, j'ai pris conscience des profondes inégalités qui m'entourent, même dans des contextes que je croyais connaître. Et ça, c'est un médecin de santé publique de la RDC qui nous l'a dit. Vous voyez d'autres témoignages et bien sûr, il y a des centaines de témoignages. Ceci représente une sélection à peu près représentative. Je crois qu'on a fait un effort en ce sens-là. Bien sûr, il y avait ce formidable outil, le cadre Bias Free, avec deux guides, la co-auteure et une experte qui a pratiqué, une praticienne de ce cadre pour identifier les biais et surtout pour ensuite déterminer quelle action prendre. Et là, on a un agent de santé de la RDC. Le cadre Bias Free m'a permis de nommer, comprendre et déconstruire les inégalités structurelles que je rencontre sur le terrain. Changement dans l'approche du travail également. Et là, c'est carrément plus du 3/4 des participants qui nous l'ont dit. Ce n'était pas une simple activité, mais un moment de prise de conscience, un tournant dans mon approche du travail, nous a dit un agent de santé. Une plus grande confiance en soi. Alors cela peut paraître intangible, mais c'est en fait d'une importance capitale pour les professionnels de la santé et une voix, la capacité à prendre la parole. Là, c'est 64% des participants. Je me sens plus à l'aise pour aborder les questions d'équité dans mon environnement professionnel en articulant mes pensées de manière claire et respectueuse. Et là, c'est un agent de santé du Nigeria qui le dit. Alors, construire ensemble une communauté d'apprentissage, mettre en relation des professionnels confrontés à des enjeux similaires. Plus de la moitié d'entre vous nous ont rapporté ce changement-là qui vous concerne. En échangeant des expériences vécues, je me suis rendu compte que d'autres personnes étaient confrontées à des défis similaires, ce qui a permis de créer des liens de confiance et de soutien réciproque. Ça, c'était un employé d'une ONG au Cameroun. L'empathie est un résultat d'apprentissage, une meilleure compréhension des expériences. Là, c'est presque les 3/4 des participants. Je suis devenu plus attentif aux facteurs qui pourraient inconsciemment influencer mes décisions cliniques. Et là, c'est un médecin du Cameroun qui le dit. Et enfin, ce passage de la prise de conscience à l'action, on était plutôt précautionneux. On s'est dit le principal objectif, c'est vraiment la prise de conscience, la découverte d'un outil pratique et un premier pas dans ce dialogue. Et on a vu que pour plus de la moitié des participants, vous nous avez déjà raconté des changements concrets que vous mettez en œuvre dans vos pratiques professionnelles. Cet agent de santé de la Bulgarie nous dit « Je ne suis plus passive, je travaille activement à la modification des systèmes qui sont à l'origine de l'inégalité ». Et enfin, donc pour récapituler tout ça, eh bien, par rapport au barème de référence constitué par le mouvement pour la vaccination, on a 48% de changements plus forts en ce qui concerne la vision du monde. Comment on voit le monde, comment on voit ces questions de l'équité. 40% d'impact en plus sur la pratique professionnelle et 45% d'influence, sa capacité à influencer son environnement de travail, ses collègues et ainsi de suite. Donc des résultats tout à fait remarquables pour ce grand événement. Maintenant, cela, vous nous l'avez rapporté par écrit. On va maintenant demander à Janvier Barati de répondre à la question suivante. Qu'avez-vous appris, vous, lors du grand événement? N'oubliez pas, bien sûr, de vous présenter. Janvier Bahati, c'est à vous. En espérant que vous êtes bien à notre écoute. Sinon, je vais me tourner vers Charlotte. Je vois Gentil Mbelou qui a une main levée. Si vous souhaitez répondre à cette question, eh bien, à Daouda Insa. Oui, Gentil Mbelou, on vous écoute. N'oubliez pas de vous présenter. Bonjour à tous. Je suis docteur Gentil Mbelou depuis la République démocratique du Congo, au Kasai central. Je suis secrétaire exécutif de l'ONG OPF, Organisation pour la promotion des vulnérables. Par rapport à la question posée de ce que j'ai appris lors du grand événement, d'ailleurs, ce cadre, c'est un bon cadre que nous souhaitons. Souvent, lorsque nous y sommes, nous apprenons beaucoup, de par les expériences des autres et aussi de par nos propres expériences. C'est un bon cadre. Lors du grand événement, j'ai appris particulièrement comment faire la sélection des billets dans l'équité, comment sélectionner les billets, comment identifier et mettre à côté les billets pour promouvoir l'équité.
Alors, c'est lors de ces grands événements que j'ai appris comment pratiquer l'équité pour tous et surtout mettre un accent sur les volets genre, respecter tout le monde et aussi, quels que soient les obstacles, en l'occurrence le bas niveau socio-économique, mais il faut savoir repérer les biais afin de les mettre de côté. C'était un point plus dans ma profession, dans ma carrière, en passant par ces grands événements. Voilà un peu ce que moi j'avais gagné par rapport à ces grands événements. Merci. Formidable, merci. Alors, je me tourne maintenant vers Charlotte pour nous désigner notre prochaine intervenante en principe. Oui, Reda, nous avons Fanta Zebo qui a le micro ouvert. Nous avons un certain nombre de micros ouverts. Donc, nous commençons par Fanta. Alors, Fanta Zebo, on vous écoute. Oui. Ok, alors. Maury Camara. Oui. Ok, vous avez la parole et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Et donc, la question bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'avoir associé à ce grand événement, en tout cas que je salue. Merci aux uns et aux autres d'avoir aussi partagé leurs expériences. À partir de... Moi, je peux dire que ce que j'ai appris du grand événement, c'est le fait que, vous savez, il y a des questions qui ne sont pas abordées très souvent en matière de santé. On peut faire du mal, entre guillemets, à son prochain sans pour autant le savoir. On peut faire de la discrimination sans pour autant peut-être le savoir ou le faire de façon sciemment. Lors du grand événement, j'ai compris que les inégalités auxquelles font face certaines populations, nous avons l'opportunité, en tout cas avec cette plateforme, de pouvoir, même s'il n'est pas mettre un frein, en tout cas de pouvoir y remédier à partir de ce que nous allons vouloir entamer comme démarche, comme sensibilisation au niveau de nos structures respectives pour que la donne puisse changer. Parce que certains, ils le font peut-être par méconnaissance, certains, ils le font par favoritisme et certains le font par intérêt. C'est-à-dire, je fais passer X avant Y parce qu'il me donne, je sais pas moi, 1 000 francs ou bien, en tout cas, il me soudoie pour que je le fasse passer. Donc, je crée une certaine inéquité devant la loi aux yeux de la santé, alors que quand on prend même la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit quand même que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc, pour dire qu'on n'a pas à privilégier une catégorie par rapport à une autre sous aucun prétexte. Mais il faudrait que les gens le sachent d'abord, parce que le problème à mon niveau, c'est vraiment la communication à ce niveau, pour que les uns et les autres sachent que nous ne sommes pas sur la bonne voie et qu'il faut peut-être redresser la pente. Donc, je pense que c'est ce travail de sensibilisation que nous, en tout cas, agents de la santé, nous devrions faire aujourd'hui, pour que, en tout cas, lors des formations, que ce soit des aspects sur lesquels on puisse insister là-dessus. Parce que je pense que cela va de soi. Et quand on dit, c'est pourquoi j'ai trop souvent l'habitude de dire que la prise en charge, en tout cas, de quelqu'un n'est pas seulement médicament. Il y a des activités en amont qu'il faut mener. Et ces activités-là ont aussi montré qu'elles peuvent faire changer le cours de l'histoire. En tout cas, pour ne pas trop monopoliser la parole, je m'arrête à ce niveau. Merci. Merci, cher Maury Camara. Alors, Charlotte, à qui le tour? Je vois le micro ouvert de Naomi. Naomi, êtes-vous en mesure de nous parler pour nous dire ce que vous avez appris du grand événement? Naomi Mayemba. Charlotte, bonjour Reda et bonjour tout le monde. Je suis très contente de me retrouver encore parmi vous ces jours. Lors du grand événement passé, nous avons beaucoup appris et ce qui m'avait le plus intéressé,
c'était concernant la hiérarchie oppressive. Lorsque nous essayons d'identifier les différents biais et les différents biais qui rongent notre domaine afin de pouvoir lutter contre les inégalités sociales. Et moi, particulièrement, ce qui m'a le plus intéressé, c'était cette hiérarchie oppressive. Parce que du jour au lendemain, nous la vivons également dans notre milieu. Hein, surtout étant que médecin, quand nous sommes en pleine consultation ou dans nos suivis quotidiens, parfois quand nous recevons certaines autorités, nous sommes plus attachés à ces autorités-là et ils ont plus d'avantages par rapport aux autres, y compris nous-mêmes. Parfois, nous sommes délaissés quand nous tombons malades, alors que nous sommes nous-mêmes corps soignants. Mais lorsque nous recevons les autorités, par exemple les membres du gouvernement et autres, ils sont le plus favoris. Et nous-mêmes, parfois engagés de la structure, nous manquons parfois le moyen de nous procurer du produit ou d'en avoir au niveau de la structure. Mais alors que pour les autres, la hiérarchie oppressive, comme on le dit, ils ont cette facilité-là et on s'occupe bien de... Et qu'est-ce dire alors de la population, la population qui est pauvre et peut-être démunie, qui vient parfois, qui manque même le petit rien là. C'est vraiment difficile de bien s'occuper à cause de ces inégalités sociales qui règnent dans nos structures. C'est vraiment quelque chose pour lequel nous devons nous lever chaque jour pour combattre. Sinon, ça va être très catastrophique. Nous allons assister dans la ligne où évoluent les choses à beaucoup de décès à cause de ces biais qui ne font que s'accroître dans nos différentes structures. Voilà un peu ce qui était très intéressant pour moi lors du grand événement. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va vraiment applaudir tous et toutes qui ont contribué à la réussite de ce grand événement. Et on vous demande si vous êtes seul devant votre écran, c'est quand même quelque chose de beau qu'on a lancé. C'est le début de quelque chose. On va justement en parler maintenant. Alors, comme vous le savez, on vous a proposé de répondre à une enquête dans le cadre de cette consultation communautaire entre le 18 et le 27 avril. Il y a eu, et c'est déjà vraiment hommage à cette grande communauté des scolaires, des communautés d'apprentissage de la Fondation Apprendre Genève, 434 réponses en très peu de temps. Donc, la première question qu'on vous a posée, c'était bien sûr quel est votre degré d'intérêt pour ce programme. Donc sur les répondants, vous êtes près des 3/4 à vous déclarer très intéressés. 15% plutôt intéressés, mais peut-être avec des réserves, et puis un petit peu moins de 10%, pas sûr. Alors, on a distingué entre les pays à revenus élevés. Il y avait 30 participants, donc c'est 30 répondants, pardon. Donc c'est une minorité, mais on a regardé bien sûr entre les deux groupes, donc pays à faible revenu ou pays à revenus intermédiaires, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme un peu barbare, PFR-PRI. Donc, la question qu'on vous a posée, c'est donc ensuite, quelle est votre motivation? Et là aussi, on a vu donc des réponses. On vous a demandé un petit peu de faire le tri. Donc, pour plus de 40%, c'est l'avancement de carrière qui vous intéresse le plus. La possibilité donc d'avancer votre carrière en vous formant et en menant des actions face aux biais et en faveur de l'équité. Ensuite, c'est vraiment répondre aux besoins professionnels auxquels vous faites face. Et en troisième position, c'est l'accès aux experts. Après, il y a... c'est un chiffre moindre, c'est vraiment les exigences de l'organisation. Donc, si votre organisation vous demande de travailler sur cette question d'équité, par exemple. Donc, voilà un petit peu les 3 priorités des répondants. Et du coup, on se tourne vers vous pour vous demander maintenant quel est votre degré d'intérêt. Vous voyez les chiffres collectifs de ceux qui ont répondu à l'enquête. Et on a 3 questions pour vous. Donc, quelle serait votre principale raison pour participer à ce programme ? Qu'est-ce qui vous serait le plus utile dans le cadre de celui-ci? Et de quelles informations, qu'est-ce qui vous manque pour vous décider de participer? Donc,
Voilà, je vous demande de lever votre main, sinon Charlotte pourra désigner le premier ou la première intervenante qui répondra à ces 3 questions. Donc, quel est votre degré d'intérêt? Et puis, on vous rappelle, si vous pouvez répondre d'abord dans le chat, dans le dialogue en direct, et puis ça permet ensuite de vous désigner. 3 questions. Quelle serait votre principale raison pour participer à ce programme? Qu'est-ce qui vous serait le plus utile en termes vraiment très pratiques? Et de quelles informations auriez-vous le plus besoin pour vraiment vous décider « je veux participer à ce programme ». Charlotte, à qui vas-tu accorder la parole? Et on vous demande bien sûr de lever votre main, mais on vous connaît, on se connaît, en tout cas pour certains d'entre vous. Du coup, Charlotte va sans doute vous appeler. Alors, il y a Jean-Jacques Kawumbu qui peut-être Oui. Jean-Jacques Kawumbu, votre micro est activé, donc vous pouvez l'ouvrir. D'accord, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. 5 sur 5. Oui. Merci. Je suis vraiment motivé, je suis content qu'on puisse avancer avec des thématiques très importantes comme celle-ci. Alors, si je souhaite vraiment participer à ces programmes, c'est pour avant tout apprendre et être développé dans beaucoup de sens. J'aimerais aussi croiser les personnels qualifiés qui peuvent impacter et encore booster ma compréhension des enjeux communautaires et aussi d'une santé de qualité, une santé où personne ne se plaint dans toute l'étendue de la RDC et aussi apporter un plus dans certaines thématiques selon ce que nous pouvons connaître. Concernant la santé, nous avons toujours quelque chose à dire, c'est pour notre bien et le bien de nos communautés. Alors, j'ai besoin de participer à ces programmes pour encore développer mes compétences et mes capacités, croiser les personnels qualifiés et impactants qui peuvent encore booster ma façon de comprendre les choses et aussi faire comprendre aux autres que c'est mieux de se former, c'est mieux de participer à des thématiques plus importantes. Alors, ce qui me serait plus utile dans ces cadres ou dans les cadres de ces programmes, c'est que je m'aimerais vraiment encore aller de loin. J'aimerais rencontrer beaucoup de personnes. J'aimerais avoir beaucoup de connaissances et aussi des contacts pour pouvoir commencer à échanger et aussi prendre des mesures afin de faire face à certaines situations liées à la santé dans nos communautés. Alors, s'il faut que je dise ce que j'aurais besoin comme information avant de décider de participer, j'aurais besoin que vous puissiez nous dire les modalités d'abord de participation de ces programmes. Vous nous dites qu'est-ce qu'il faut pour participer à ces programmes. Vous nous dites ce qu'on aura après avoir participé à ces programmes, quels avantages nous pouvons avoir, quel impact on peut avoir dans nos communautés. Et vraiment, je pense que c'est le plus important que je peux dire. Je vous dis sincèrement merci. Merci Jean-Jacques Kawumbu. Alors on va discuter justement des résultats qu'on peut attendre d'une formation comme celle-ci. Charlotte, je vois que le micro, alors j'ai cru voir des micros ouverts, mais il y a Patrick Lukombe. Est-ce que c'est notre prochain intervenant? Oui, j'aurais souhaité écouter Aïssatou Nomoko, mais Patrick, comme votre micro est ouvert, nous allons vous écouter et puis par la suite, Aïssatou, si elle peut encore rouvrir son micro. Ok, merci beaucoup de m'accorder la parole. C'est Dr Patrick Lukombe, à partir de la République démocratique du Congo, dans la province du Tanganyika. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour les programmes de l'équité
Ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses et aussi à savoir ce qui se passe dans beaucoup de pays, dans la manière dont les choses se passent par rapport à nos patients, surtout dans des milieux où la situation socio-économique est tellement basse. Par exemple, moi, dans mon milieu, nous avons les problèmes des peuples autochtones, les toits, qui, pour se faire soigner, il y a tant de complications, tant de rituels, mais ça m'a beaucoup aidé. Mais concernant les programmes, moi, ma préoccupation, je compte savoir quelles sont les modalités pour participer à ces programmes et aussi quels seront les avantages quand on participe à ces programmes. C'était ça mes deux préoccupations. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vois maintenant Aïssatou Nomoko, dont le micro est ouvert. Aïssatou Nomoko, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Merci Reda, merci Charlotte, merci à tout le monde, tous les participants. Effectivement, cette séance m'a permis de voir que nous vivons presque les mêmes difficultés dans plusieurs pays. Mais aussi le fait de voir également que certaines personnes qui sont frappées par la pauvreté ou bien qui n'ont pas de connaissances qui sont bien placées peuvent subir des injustices dans le traitement, dans la prise en charge. Donc, il y a également le fait que dans certaines structures, surtout les structures publiques, ont des problèmes pour satisfaire certaines demandes. Ce qui pose beaucoup de problèmes et les conséquences même peuvent être lourdes. Ensuite, pour la formation, c'est toujours une très bonne opportunité. Ces formations nous permettent quand même d'améliorer nos connaissances, d'avoir des relations et de partager des expériences. C'est toujours enrichissant. Ce qu'il y a, la seule remarque que j'avais faite, c'est que on a proposé beaucoup de thèmes intéressants. Et je me demande, est-ce qu'on peut faire en même temps la formation sur plusieurs thèmes, ou bien on est obligé de faire la formation sur un seul thème? Et est-ce qu'on aura également l'opportunité de faire la formation sur d'autres thèmes qui nous intéressent? Merci à tout le monde et félicitations et bravo à tout le monde. Merci Aïssatou. Alors pour répondre avant notre prochain intervenant, je peux rapidement répondre à ça. Donc là, il s'agit vraiment d'une consultation spécifique au programme Équité, mais nous avons décidé d'adopter la même approche en ce qui concerne les autres programmes de la Fondation. Et nous allons, une des premières questions, et vous l'avez vu en répondant, pour ceux qui ont répondu à l'enquête, c'est quelles sont les autres thématiques qui vous intéressent le plus. Donc on a aussi maintenant un petit peu un classement pour les gens, en tout cas ceux qui ont répondu, quel thème compte le plus pour vous, ainsi que sur les produits, ce qu'on peut fabriquer dans le cadre d'une formation qui va vous être utile. Charlotte, à qui le tour? Reda, nous avons Goïdé Alexis et une autre Aïssatou Abdoulaye. Aïssatou, nous allons revenir vers vous juste après Goïdé. Nous essayons de... Ok, bonjour, c'est Alexis. Oui, c'est... Bonjour à tous, c'est Gueux Alexis. Je suis de la Côte d'Ivoire. Vous m'entendez, j'espère? Oui, 5 sur 5. Ok. Alors, désolé, je viens de vous prendre en cours, mais j'étais vraiment très intéressé. Alors, à la question, quelle serait votre principale raison de passer à ce programme? Alors, moi, je suis vraiment motivé, surtout pour contribuer activement à la mise en place de standards équitables, surtout qui est fondé sur l'expérience et les priorités des communautés. Et donc, en tant que directeur des programmes d'une ONG communautaire qui bénéficie des financements dans le domaine de la lutte contre la tuberculose et le VIH depuis plusieurs années, et qui travaille aussi dans un certain nombre de pays, je souhaite que notre expertise terrain aussi alimente un processus de certification par les pairs qui est véritablement ancré dans la réalité des acteurs communautaires. Alors, qu'est-ce qui serait le plus utile
pour moi j'attends, ce qui me serait le plus utile, ce sont les outils concrets hein, pour évaluer ou renforcer ou valoriser les pratiques communautaires à travers une approche équitable. Et puis, j'attends aussi un cadre de collaboration en paix qui favorise la reconnaissance mutuelle des savoirs des uns et des autres, les compétences des uns et des autres, et puis aussi des opportunités d'apprentissage partagées. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment essentiel. Et il serait également aussi important de connaître la manière dont ce programme s'articule avec les dynamiques locales et les priorités des communautés. Donc, voilà un peu ma réaction. C'est vrai que je viens de vous prendre à vous. Merci. Alors, je vois qu'il y a d'autres intervenants. On va poursuivre la présentation, mais n'hésitez pas à revenir pour répondre à ces 3 questions, puisque vraiment, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une consultation dont le but, c'est de se placer à votre écoute. Mais on partage aussi avec vous les résultats d'apprentissage que vous avez rapportés suite au grand événement. Ça, c'était la première partie de la présentation. Et là, dans la deuxième partie, ce que nous avons appris ensemble de l'enquête de consultation communautaire où donc 434 praticiens ont pris le temps pour répondre à diverses questions. Notamment, on vous a posé cette question: qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans le cadre d'une formation? Bien sûr, donc dans le cadre des activités de la Fondation, dans une formation, dans toutes les formations de la Fondation, on vous propose de vous concentrer sur un défi. La plupart du temps, vous choisissez le défi qui compte pour vous dans votre situation à vous. Donc, défi réel, hein, dans le monde réel auquel vous êtes confronté, et vous développez quelque chose qui vous aidera à relever ce défi. Et donc, cela peut être des analyses de situation, des plans d'action, des stratégies, voilà, toutes sortes de choses. Et ensuite, on passe à la phase suite à la formation. On propose ce qu'on appelle l'accélérateur d'impact, qui permet de travailler sur la mise en œuvre, d'être accompagné par ses pairs, par des collègues du monde entier qui vont partager les réussites, les défis, les solutions locales et ainsi de suite. Et donc, vous nous avez dit, vous voyez ici les chiffres, donc pour les pays à faible ou à revenus faibles ou intermédiaires, ce sont des termes techniques, on pourrait en discuter s'ils sont appropriés ou pas, mais donc près de 30%, donc 27% nous disent c'est analyser ma situation pour comprendre les biais, pour comprendre les enjeux de l'équité. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un problème de son? Alors, je demande, vous pouvez signaler les problèmes techniques dans le chat ou dans le dialogue en direct. Je vérifie ma connexion, mais tout semble bon. Donc, je vous invite à vérifier votre connexion. Donc, vous voyez, analyse de situation en première place, suivi de près par les plans d'action, la stratégie de la planification. Il n'y a pas de grande différence. Par contre, développer des politiques, c'est peut-être lié au fait que la plupart des participants semblent venir du niveau opérationnel. Donc, développer des politiques est moins prioritaire pour la plupart d'entre vous. Renforcer les capacités, paradoxalement, c'est vrai que c'est un moyen, c'est pas forcément une fin en soi. Donc voilà comment nous, on a regardé un petit peu ces résultats. Mais ce qui nous semble important, c'est de vous poser la question suivante. Si vous participez à ce programme, en quoi cela serait une réussite pour vous? Est-ce que ça serait obtenir une certification? Est-ce que ça serait obtenir une promotion dans votre carrière? Tous ces objectifs sont légitimes, hein. Mettre en place une action sur le terrain en faveur de l'équité, changer le comportement de votre équipe ou de votre institution, adopter de nouvelles politiques qui visent à renforcer l'équité, ou carrément obtenir des meilleurs résultats de santé pour les populations cibles qui font l'objet de ces inéquités. Donc là, c'est une question un petit peu plus touffue. Ça serait quoi pour vous? Vous participez, beaucoup d'entre vous, 3/4 ont répondu en disant « Je suis très très intéressé, très très motivé par ce programme ». Alors pour que ça soit une réussite pour vous, votre participation, c'est quoi? Qu'est-ce qui compte le plus? À vous. Donc, je vois beaucoup de mains levées. Donc, je confie à Charlotte la mission difficile d'attribuer les paroles, en se méfiant des inéquités, bien sûr. Et là, c'est très difficile, Reda, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il était question pour nous d'écouter Aïssatou Abdoulaye. Donc, nous allons commencer par Aïssatou Abdoulaye et puis par la suite, nous avons Baraka Bénédicte et puis Bourema Bandiba. Aïssatou, vous avez la parole. Aïssatou, est-ce que vous m'entendez? Alors, on vous demande Sinon, toujours. nous allons enchaîner directement
Avec Baraka, vous avez dit? Alors, le micro de Baraka. Bonjour à tous les participants, merci aussi pour la parole. Bonjour, bonjour. Ça y est, on vous entend. Parlez bien fort dans votre micro. N'oubliez pas de vous présenter. Et pour vous, participer à ce programme sur l'équité, vous avez participé au grand événement. Vous êtes là aujourd'hui pour la consultation. Mais en quoi, à quel moment vous allez vous dire, eh bien, participer à ce programme, pour moi, c'est une réussite. Qu'est-ce qui constitue une réussite? Est-ce que c'est la certification, une promotion dans votre carrière, la mise en place d'actions sur le terrain en faveur de l'équité? Vous voyez les autres items sur la liste. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Baraka Bango Bedi de la République démocratique du Congo. Merci quand même de compter sur nous pendant. Alors malheureusement, cher Baraka, je crois que ça ne va pas être possible à cause de la faiblesse de votre connexion. Donc on va peut-être passer à l'intervenant suivant et inviter Baraka à partager son retour, sa réponse dans le dialogue en direct. Et on est toujours déçus avec vous lorsque cela arrive. On vous invite donc à bien vérifier votre matériel et puis aussi profiter d'un Wi-Fi gratuit où vous n'avez rien à débourser sur votre lieu de travail. La connexion la plus fiable que vous avez à moindre coût. Bourema, Bandiba ou Oba, je vois votre micro ouvert, c'est à vous. Et merci bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous me recevez très bien. 5 sur 5. Ok, moi c'est vraiment Bandiba Cyril Ouoba et je suis de la région de l'Est du Burkina Faso, plus précisément Baza Fadane Gourma, la capitale régionale de l'Est. Et donc, au-delà de tout ce que c'est vrai que je vous rejoins un peu avec un léger retard parce que j'étais sur une autre rencontre. Voilà, donc il faut dire que c'est vraiment un intérêt réel pour nous en tant que je suis membre d'une organisation à base communautaire qui intervient auprès des communautés rurales. Et vous connaissez le contexte que vit notre pays. Et donc la question de l'équité est quelque chose de préoccupant. Et donc c'est avec tout intérêt que j'ai estimé que le programme est quelque chose de très intéressant qui puisse nous permettre également en termes de questions posées actuellement. Et la réussite pour nous, ce serait naturellement d'obtenir la certification, mais de mettre en place aussi des actions sur le terrain en faveur de l'équité et de travailler au changement de comportement, et au sein de notre équipe déjà et également au niveau des différents réseaux dont nous sommes membres, et naturellement adopter également de nouvelles politiques visant à renforcer l'équité à travers des activités de plaidoyer que nous aurons à mener également et naturellement participer à des meilleurs résultats de santé pour les populations cibles qui sont naturellement des populations vulnérables et qui sont également des personnes vulnérables et des personnes déplacées internes, surtout au niveau de notre région. Donc, voilà succinctement les éléments sur lesquels je voulais revenir. Merci à vous. Alors, il y a une autre question, peut-être qu'on va la rajouter lorsque vous répondez. Vous pouvez aussi nous dire, alors non, ce n'était pas la question sur les autres thématiques, on ne veut pas tout mélanger, mais c'est peut-être en rapport, celle-ci me semble plus pertinente en rapport avec cette question, qu'est-ce qui serait une réussite pour vous à travers votre participation dans ce programme? Est-ce que c'est des analyses de situation, élaborer un plan d'action pour définir des actions efficaces, développer et améliorer les stratégies et les plans que vous avez, ceux de votre niveau dans la pyramide de santé, donc développer et améliorer les politiques publiques en matière de santé, développer ou améliorer des outils pratiques, soutenir la mise en œuvre, donc renforcer la mise en œuvre, renforcer la mesure, l'évaluation, ou apprendre à appliquer l'intelligence artificielle. Ça, c'est un petit peu un joker qu'on a rajouté en fonction des mutations en cours dans tous les domaines. Donc voilà un petit peu les questions complémentaires qui se rajoutent autour de cette question. Qu'est-ce qui est une réussite pour vous? À toi, Charlotte. Oh. Alors, est-ce qu'on a perdu? Ah oui, ok, je vois qu'on a perdu Charlotte, donc il y a sans doute, elle aussi subit des problèmes de connexion. Donc, je vais me tourner vers Kouakou et Kato, Roland, et puis on a aussi Alexis
Goïdé, c'est à vous pour répondre à ces questions. Alors, oui, pour moi, participer à ce programme serait une réussite à plusieurs niveaux. Je l'ai mis dans le chat. D'abord, cela permettra de reconnaître la valeur du savoir-faire communautaire et de positionner les acteurs terrains comme co-créateurs des normes équitables dans la recherche. Et ensuite, cela renforcerait la légitimité de notre engagement en faveur de l'équité en donnant à notre organisation ou à nos partenaires un cadre pour valider, structurer et diffuser les approches. Enfin, pour moi, ça serait une réussite si cela aboutit à un processus de certification qui respecte les réalités locales, qui renforce les capacités des communautés et crée une dynamique de collaboration entre pairs. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Formidable, merci. Effectivement, plusieurs points très, très importants. Alors, donc on a déjà abordé cette question, qu'est-ce qui sera le plus utile? J'ai bien sûr mon œil rivé sur l'horloge suisse de la Fondation Apprendre Genève. Alors, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Comment financez-vous votre apprentissage? Donc, vous savez qu'on vous a posé cette question dans le cadre de du questionnaire dans le cadre de cette consultation communautaire. Et vous voyez alors, les sources de financement varient. Il y a quand même près d'une centaine de personnes qui nous ont dit, dans le groupe donc, des pays à revenus faibles ou intermédiaires, qui nous ont dit, eh bien moi, je fais des formations, mais uniquement des formations gratuites. Alors, ensuite, il y a quand même un nombre presque égal où on nous dit oui, il y a des formations, mais elles sont financées par mon employeur. Ce qui nous a surpris, c'est qu'en fait, le plus grand nombre, mais bon, à voir si c'est... le deuxième plus grand nombre, c'est vraiment vous financez très souvent votre propre formation professionnelle. Donc ça, c'est vraiment une donnée très importante. Cela montre à quel point, en tout cas, ceux qui ont répondu à l'enquête valorisent, place une valeur. On sait que le budget de chacun est limité et pourtant vous mettez la main à la poche pour vous développer professionnellement. Coût partagé dans 56% des cas. Et puis après, cette question des bourses d'études, eh bien c'est quand même le plus grand nombre avec 120 personnes qui nous ont dit les formations donc auxquelles j'ai participé, j'ai bénéficié d'une bourse. Voilà un petit peu les résultats bruts. Donc vous voyez cette question. Je vous invite à réfléchir maintenant à cette question donc du financement par l'employeur. Cela règle beaucoup de problèmes puisque pour commencer, cela veut dire que ça ne sort pas de votre poche. Deuxièmement, deuxième enjeu donc de convaincre l'employeur, c'est aussi si votre employeur vous soutient, eh bien cela implique qu'il s'intéresse à votre formation professionnelle, qu'il s'intéresse, qu'il est prêt à investir dans cette question de l'équité, en l'occurrence, et du coup qu'il va s'intéresser à vos résultats d'apprentissage, qui dans le cadre d'une formation de la Fondation Apprendre Genève va être un outil, quelque chose de concret qui est censé vous aider à répondre à un défi auquel vous faites face dans votre travail. Donc voilà un petit peu la thématique pour poser un petit peu les jalons. Et puis la question pour vous, sans oublier de vous présenter toujours, qu'est-ce qui pourrait convaincre votre employeur de soutenir votre participation? Et donc c'est là où donc je vous demande de lever la main. J'ai baissé toutes les mains qui étaient levées, donc n'hésitez pas à relever votre main. Je vois Boubakari Amadou qui déjà donc a demandé la parole, ainsi qu'Alphonse Kitoga. Voilà, Boubakari Amadou, c'est à vous. Ok, bonsoir à tous et toutes mes excuses pour le retard parce que vous savez que c'est vendredi. Chez nous, les musulmans, 13h, c'est l'heure de la prière, mais qu'à cela ne tienne, je suis à vous. En fait, concernant le financement, ce qu'il faut relever, c'est que nous, au niveau du RESAEC, qui est notre organisation, avec la rareté de financement dans notre pays, le Cameroun, depuis l'année 2022, nous avions mis en place une activité génératrice de revenus qui puisse supporter les charges de notre organisation. Donc,
nous avons développé donc cette activité de culture du raisin qui nous rapporte un peu d'argent. C'est avec cet argent donc qu'on arrive à subvenir aux charges de la structure, ce qui fait que ça fait pratiquement 3 ans aujourd'hui, nous n'avons pas de financement extérieur, mais nos activités continuent. Donc, voilà une stratégie que nous avons développée pour pouvoir ne pas dépendre des financements extérieurs. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Merci. Merci Boubacar Amadou. Et c'est effectivement aussi ce qui sous-tend le questionnaire. C'est-à-dire, bien sûr, on a l'habitude dans le domaine du développement, de la santé, d'avoir ces bailleurs internationaux qui viennent et puis qui couvrent tous les frais. Comme ça, nul ne se pose la question. Il s'agit plutôt je vais être très franc avec vous, de se dire combien va rapporter le per diem pour les formations notamment. Et là, on est dans une autre logique, à voir si cette communauté va suivre ou pas, va trouver des solutions qui correspondent à la réalité dans laquelle vous êtes, qui n'est pas facile, et de se dire, est-ce qu'une communauté d'apprentissage, une communauté de leaders qui a cet intérêt partagé pour faire en sorte que plus personne ne soit traité différemment, simplement de par son origine ou toute autre caractéristique, eh bien cette communauté-là en se rassemblant, peut être capable d'organiser et de soutenir, y compris pour couvrir les frais de ce que ça coûte, de ce que ça implique, des ressources humaines et financières pour avancer dans l'élaboration de ce programme. Je suis conscient qu'on venait à 10 minutes de la fin. Je vais donc vous livrer. Donc, je note et je salue la très haute qualité des contributions dans le chat, dans le dialogue en direct. Alors, on en vient aux questions qui étaient vraiment au cœur de l'enquête. Donc, beaucoup, et c'est compréhensible, se sont dit « Oulala, si je réponds autre chose que la valeur la plus faible, on va me demander… alors que ce n'était pas du tout l'objet. C'est une méthode quantitative qui permet de comprendre la réalité des moyens d'une population. Donc, on vous a demandé quel prix serait vraiment pour vous trop cher, quel prix financier, coût financier d'une formation dans le cadre de ce programme, quel prix serait vraiment trop bon marché. Vous vous dites, si c'est aussi peu, comment est-ce que ça va être de qualité ? Troisième question, c'était est-ce que lorsque ça devient coûteux, mais vous vous dites, ça nécessiterait un effort de ma part, mais quand même, peut-être que cela vaut la peine de faire cet effort. Et puis ensuite, le niveau du prix où vous dites, si la formation coûte tant, c'est une très bonne affaire, un très bon rapport qualité-prix. Alors vous voyez que les réponses, on comprend l'enjeu, il y a ce souci en répondant à des questions comme ça, de se dire, on a eu le minimum et le maximum. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aux valeurs médianes. Vous voyez, une bonne affaire, c'est autour de $250. Alors ça peut représenter plusieurs mois de salaire pour certains certains au sein de la communauté. Pour d'autres, notamment ceux qui sont dans les pays riches, cela peut représenter, c'est évidemment relatif. On voit que très bon marché, c'est autour de $100. Donc là, on parle de dollars américains, qui reste une référence au niveau international. Et puis trop cher, donc c'est lorsqu'on dépasse les 390 $, quelque chose comme ça. Donc cela ne veut pas dire que ce tableau-là va fixer la valeur, va fixer le prix de la formation pour vous ou pour qui que ce soit au sein de cette communauté. Mais cela nous donne un indicateur pour comprendre quelle valeur vous y percevez. Et donc, la question suivante, c'était est-ce que vous souhaiteriez bénéficier d'une aide financière ? Donc, comme je rappelle, la plupart des programmes de la Fondation, on ne vous demande aucune contribution financière puisqu'il y a une prise en charge par un ou plusieurs partenaires comme Gavi, l'OMS et ainsi de suite. Et donc là, vous êtes 95% à avoir répondu oui, je souhaite demander une aide de cette sorte. C'est tout à fait logique. Alors sur les 414 personnes qui demanderaient une bourse, et on vous a demandé d'élaborer un petit peu, vous dire quel serait votre argumentaire, sur quelle base vous souhaiteriez bénéficier d'un soutien. Eh bien, il y a quand même 102, donc environ le quart, qui, d'après les autres réponses apportées,
peuvent être classés comme ayant manifesté leur intérêt qui seraient prêts à débourser pour cette formation et qui seraient en mesure de le faire sur la base des autres réponses que vous avez apportées. Donc, notre conclusion avant de vous écouter, avant de vous entendre, donc on parle de difficultés économiques, du manque de soutien de la part des employeurs, des inégalités systémiques. On parle de préoccupations concernant d'autres obligations financières, les difficultés d'accès aux paiements internationaux, la carte de crédit n'est pas accessible à tous. Donc, très forte motivation personnelle, ça on l'a vu, on l'a entendu aujourd'hui, mais les ressources sont limitées. Beaucoup espèrent que le coût ne sera pas un obstacle à la participation et certains considèrent vraiment que ce programme, c'est une occasion importante. Donc, cela plaide en faveur d'un modèle d'aide souple, échelonné, qui encourage les contributions partielles dans la mesure du possible, mais qui surtout préserve l'accessibilité pour les personnes, les praticiens qui en ont vraiment le plus besoin. Donc, tout cela dit, de nouveau, nous n'avons pris aucune décision, parce que nous ne prendrons aucune décision avant de vous avoir écouté et entendu au-delà de ce questionnaire. Donc même s'il nous reste officiellement 5 minutes, on pourra peut-être prolonger de quelques minutes s'il y a beaucoup de prises de parole. Alors je vois Alphonse Kitoga à son micro ouvert. Vous voyez la question, donc il y a 3 options. La tarification échelonnée par pays, donc on va dire par exemple, alors je vais quand même lever toutes les mains pour m'assurer que les mains sont bien levées pour répondre à cette question sur comment assumer les coûts de cette formation. Tarification échelonnée, c'est le système où on dit les pays aux revenus les plus faibles auront les prix les moins chers et les pays revenus élevés auront un tarif plus cher. Deuxième solution, ce sont les bourses d'études, donc accordées en général sur un dossier. On peut même imaginer que la communauté, des représentants de cette communauté, seraient ceux qui passeraient en revue les demandes de bourse pour vraiment décider qui va les recevoir. Et enfin, une réduction sur le prix pour les premiers inscrits. Donc les premiers qui répondent, les plus motivés, seraient ceux qui pourraient donc bénéficier des meilleurs prix. Donc voilà, je vois Bourema Bandiba qui a son micro ouvert. Bourema, on vous écoute. Merci bien pour toute cette préoccupation que vous posez. Il faut dire que pour ce qui nous concerne, et comme je le dis, nous sommes déjà dans des situations assez difficiles et même au niveau communautaire, ce n'est pas toujours évident. Nous avons effectivement l'ambition et vraiment l'intérêt d'apprendre, mais généralement, c'est ces questions-là qui bloquent généralement. Et donc, pour nous, que la tarification soit échelonnée, selon les catégories, ça peut être une porte, mais pour certains cas spécifiques, je pense que les bourses d'études peuvent être vraiment une solution à cette situation. Voilà. Mais l'objectif premier pour tout un chacun d'abord, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage pour pouvoir redéployer cela au profit de nos communautés pour plus d'équité et au sein de nos populations et pour la prise en charge sur le plan et la santé également de ces populations qui souffrent énormément. Donc moi, en tout cas, je suis partant pour que ce soit en tout cas un système assez mixte qui tienne compte de l'intérêt de tout un chacun et des possibilités. Mais j'opte beaucoup plus pour les bourses qui peuvent vraiment nous accompagner pour nous qui sommes dans des zones rouges, comme on le dit, des zones à fort défi sécuritaire, parce que ce n'est pas toujours évident, parce que, comme vous l'avez dit dans l'analyse, on note beaucoup, il y a beaucoup de formations où c'est nous-mêmes, nous déboursons de la poche pour pouvoir avoir ces connaissances-là, pour pouvoir déployer ça au sein de nos communautés. Donc, voilà succinctement ce que je pense de cette situation. Oui, merci Bourema. Alors on va passer à l'intervenant suivant. Alors je vois Charlotte a réussi à se reconnecter. On est toujours navré quand l'un d'entre nous dans notre équipe a un problème de connexion. Alors Alphonse Kitoga, je pense que c'est à vous, mais je vois en fait vous n'aviez pas forcément la main levée. On vous écoute. Par rapport à la question, et merci d'abord d'avoir participé à ces grands événements de consultation communautaire. C'est ce qui est une bonne chose, des partages d'expériences des uns des autres selon les différents pays. J'appelle à partir de la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu. Je suis spécialiste en engagement communautaire et changement de comportement. Par rapport à cette question que vous me posez, ce qui serait de manière équitable,
et pour faciliter, permettre à tout le monde de participer à cette formation, c'est d'avoir les bourses d'études. Et ces bourses d'études doivent être partagées de manière équitable à tous les participants. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci. Merci à vous. Et je réfléchis à voix haute, mais je me dis que peut-être justement on pourrait impliquer la communauté ou en fait pour décider de l'attribution des bourses d'études, eh bien on constituerait un comité de sélection. Mais voilà, on reviendra vers vous si cette idée a fait sens. Ok, j'avais pas vu la liste longue des mains levées, dont les micros n'est pas encore activé. Et je note... peux intervenir aussi? On vous écoute. Voilà, pour moi, l'option qui est plus majeure et meilleure, ce sont les bourses d'études. Parce que quand il y a bourse d'études, l'intéressé est au centre de l'apprentissage et il devient ou il constitue une personne ressource pour le secteur, la communauté et plus. Mais quand il faut des fois faire une tarification échelonnée, ce n'est pas aisé parce que des fois, l'employeur n'estime pas nécessaire d'accompagner aussi ce genre d'activité. Mais quand vous venez avec une capacitation, il vous trouve étant une personne ressource et vous apporterez en plus par rapport à l'apprentissage et à l'avancement de notre système. Donc, je crois que les bourses d'études, c'est une meilleure option. Merci. Alors, on est officiellement à l'heure donnée pour clôturer cet événement. Je vois qu'il y a d'autres contributions. Charlotte, est-ce que... Oui, je vous rappelle qu'il y a d'autres personnes, de nombreuses mains levées. Donc, si vous avez déjà pris la parole, je vous invite à intervenir dans le dialogue en direct. Charlotte, est-ce que tu arrives Ok, non, je vois qu'elle a de nouveau perdu la connexion. Alors, on va aller vers... et on n'a pas entendu de voix de femme jusqu'ici. Donc, on va aller vers Naomi Mayemba. Naomi, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en mesure de nous parler? Ou Maïna Djumbarina également. Voilà, bonjour, c'est Maïna. D'accord. Alors, Naomi Mayemba, vous avez un souci de micro, sinon on aurait bien voulu terminer. Oui, allez-y, on vous écoute. À la mosquée. Voilà, donc je suis allé à la mosquée, j'étais venu avec un grand retard. Mais finalement, à la dernière question que tout le monde a répondu, je pense que le système de bourse serait le meilleur. Parce que déjà, nous, en tant qu'agents sur le terrain, on n'a pas cette capacité et les institutions dans lesquelles nous travaillons ne pourront pas vraiment mettre la main dans la poche pour nous envoyer et faire cette formation. Donc, et même si on fait le système bourse, il faut que ça soit vraiment envoyé directement à la personne concernée. Quand on envoie au nom du pays, le plus souvent, ça pose vraiment des problèmes. Le choix devient autre que la personne intéressée par la communauté. Donc, moi aussi, je suis vraiment pour le système bourse. Je vous remercie beaucoup et on est disponible vraiment pour suivre chaque fois notre événement. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous savez qu'on tient à la ponctualité par respect pour votre temps, par respect pour votre engagement. Je salue de nouveau l'excellente qualité de toutes les contributions. Je note qu'on a dépassé le temps à partir de 2 minutes. On l'avait fait, ça s'est arrivé aussi avec les anglophones. Mais du coup, on va clôturer cet événement avec la dernière information. Et c'est peut-être c'est un vrai plaisir et un honneur de vous annoncer ce qui suit. Alors, suite au grand événement, suite également donc à cette consultation, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons pris la décision, encore avec une dernière vérification qui était cette consultation aujourd'hui, d'organiser donc une cohorte inaugurale donc sur ce thème de l'équité. Et donc sur le partage d'expérience, l'apprentissage par les pairs, du 9 au 24 juin, en français et en anglais. Donc une formation qui se déroule sur 16 jours, y compris les jours de week-end, qui compte pour 25 heures de formation. Une certification de niveau 1, mais de qualification de niveau 7, selon les critères de standardisation à l'échelle des critères européens de qualification professionnelle. Donc, on va, dans la foulée, suivre pour vous annoncer les précisions et les détails de cette offre.
Et puis, surtout, je voulais insister dans cette toute dernière séquence avant de clôturer. Vous avez été très nombreux à nous dire 72%. Mon organisation devrait être partenaire. 25% même ont exprimé un intérêt pour le parrainage, le soutien financier à ce programme par votre employeur. Et puis, du coup, on n'aura pas le temps de vous poser de vive voix cette dernière question, mais réfléchissez si vous voulez bien. Pourquoi votre employeur devrait participer? J'ai vu de nombreuses contributions qui répondaient directement ou indirectement à cette question. Qu'est-ce qui vous serait le plus utile pour l'organisation? Qu'est-ce qui serait le plus utile pour l'organisation, non pas pour vous en tant qu'individu? Et puis, pareil, cette question, quelles informations aurait besoin votre organisation cette fois-ci? Et on envisage 2 voies d'engagement, soit le partenariat organisationnel, soit le cercle de leaders, donc un peu un comité qui représenterait donc les apprenants dans ce programme, avec donc 2 axes de travail. Et puis là aussi des bénéfices, donc des prix réduits, une tarification réduite pour les organisations partenaires, allant jusqu'à la gratuité dans certains cas. Mais évidemment, si la gratuité est totale, eh bien il y aurait 0 moyen. Et le programme, ça serait d'exister. Donc l'enjeu, ça serait de réfléchir ensemble sur comment on peut faire que chacun puisse contribuer, individu et organisation, à la hauteur de ses moyens. Donc pour récapituler les avantages pour les organisations, eh bien, malheureusement là, le diapositive, on a souvent ce défaut-là. Je peux que m'excuser auprès des francophones, mais c'est donc renforcer les staffs, avoir un accès prioritaire, pas seulement aux formations, mais également aux apprentissages, à ce que l'on apprend des uns et des autres, et puis un accès prioritaire pour le staff, et bien sûr de meilleurs résultats sur le terrain, la construction d'un réseau d'organisation qui double le réseau d'individus. Donc voilà les dernières questions qu'on avait prévues, mais un rappel, donc la cohorte inaugurale 9 au 24 juin, donc vous voyez c'est dans un tout petit peu plus d'1 mois, et la durée non pas du séjour mais du programme, puisqu'il s'agit d'une formation en ligne, c'est de 16 jours avec 25 heures d'effort. Voilà, je tiens à applaudir cette communauté qui s'est réunie aujourd'hui pour cette consultation. Vous remercier pour votre engagement et vous assurer, bien sûr, notre but ultime, c'est de développer un programme durable qui puisse vivre au-delà de cette cohorte inaugurale, mais c'est bien sûr avec vous qu'on le fera, et en fonction, pour de nouveau, je rappelle les 3 objectifs de départ, faire en sorte que tous ceux et celles qui souhaitent participer à cette formation, à ce programme, puissent le faire, et que cela puisse surtout déboucher sur des résultats de santé meilleurs qu'en l'absence de votre participation à ce programme. Donc on vous applaudit et on vous demande d'applaudir une dernière fois. Et puis je rappelle, donc en cas de mauvaise connexion, branchez-vous sur le podcast. Pour tous les acteurs de la vaccination, eh bien, il y a ce grand événement. C'est la 5e fois qu'on va se réunir mercredi prochain pour la semaine mondiale de la vaccination. Partagez votre expérience là aussi avec des collègues du monde entier. Et puis, on va terminer avec un petit peu on va passer en revue certains des messages, donc restez avec nous si vous êtes en mesure de le faire. On a largement dépassé le temps imparti, mais vous voyez ici, il y a vraiment quelque chose de remarquable qui se passe aujourd'hui, comme cela était le cas au grand événement. Alors je vais essayer de suivre et on va faire le récap pour tous ces messages. Alors Pierre Lumumba, je crois qu'il y a un consensus autour des bourses d'études. Voilà, Alphonse Kitoga trouve que c'est équitable. L'apprentissage reste un atout incontournable. Georges Chiquito, la tarification étalonnée n'est pas bon, si j'ai bien compris. Rémi Moussafari, la bourse d'études est pratique dans nos conditions de précarité. Un paiement échelonné serait un avantage au cours de l'apprentissage. Il nous faut des bourses pour bien relever les énormes défis. Voilà, alors on va
on va analyser tous vos retours, mais pour l'instant, eh bien, on va surtout clôturer non pas ce grand événement, mais cette consultation communautaire. On vous salue chaleureusement. Je suis navré que Charlotte ne soit pas là pour vous dire, pour se joindre à moi, pour vous dire au revoir. Et on va continuer. Là, on va passer. Voilà, diffusez vos derniers messages si vous souhaitez vous dire. C'est non pas au revoir, mais c'est à bientôt. Tant qu'il y aura des messages, on reste en ligne. On va clôturer une fois les messages se seront taris. J'ai du mal à suivre, il y en a tellement qui défilent en même temps. Du coup, ça saute dans tous les sens. On vous dit à bientôt. Omar Traoré, Sarah Kamangou, Nathan Guinéné, que vous soyez très anciens dans la Fondation Apprendre Genève, que cela soit votre première participation, nous sommes en train d'inventer de nouvelles façons d'apprendre ensemble et on vous remercie pour tout cela. Succès à vous, cher Alphonse. On va voir ce qu'on réussit à construire ensemble. Alors un dernier rappel, puisque vous êtes toujours très nombreux dans la salle, le grand événement auquel vous avez participé, eh bien, il est toujours là, il est en rediffusion toutes les 4 heures. Donc si vous rendez sur la page, vous voyez, il y a des boutons très pratiques sur le côté. Alors là, qui s'affichent là, qui permettent de partager avec vos collègues. Et évidemment, le plus nombreux nous serons pour contribuer, pour nourrir ce programme, eh bien, le plus équitable il sera. Et surtout, le prix, le coût individuel sera moindre s'il y a plus de vos collègues, plus de votre organisation, de vos réseaux qui participent. Donc continuez, si vous voulez bien, à inviter. Je rappelle également le tableau d'honneur où nous reconnaissons donc la contribution par le partage d'expérience. Et puis également, si vous n'avez pas encore une autre façon de partager avec vos collègues, c'est donc il y a un article en français. Je viens de partager le lien ici dans le dialogue en direct. Un article en anglais si vous avez des collègues anglophones. Et puis surtout, donc on vous invite à vraiment veiller sur votre inbox parce que nous allons très rapidement donc vous communiquer les modalités de participation et puis inviter de nouveau les leaders qui émergent de cette consultation du grand événement par leur contribution, par leur participation active. Eh bien, nous allons vous inviter à une consultation en cercle plus restreint cette fois-ci pour discuter justement de toutes ces modalités de manière très concrète. On vous dit donc à bientôt. Je vous salue chaleureusement. Je vous salue également de la part de Charlotte. Ah, d'accord, qui a réussi à revenir. Donc, on va peut-être lui laisser le mot de la fin, Charlotte. Et surtout, merci à toutes et à tous pour cette parfaite participation, pour toutes les idées. Et comme Reda l'a dit, nous allons prendre tout cela en considération. Mais notre souhait, c'est que nous devenons une grande famille, une grande communauté des professionnels de la santé qui travaillent étroitement et participent dans la mise en place d'un réseau autour de l'équité dans la recherche et dans la pratique dans nos différentes communautés, dans nos différents pays. Et là où nous nous trouvons, donc, désolé pour les soucis de connexion Internet, mais je peux seulement dire à très bientôt pour la suite. Merci, Reda. Merci, Charlotte. À bientôt, donc. Et c'est Yamdi Kanou qui l'a dit. Alors on continue, il y a encore des messages, donc on va continuer à vous les montrer ici. Voilà, donc non, j'avais déjà passé cela, mais c'est...
Et on va donc de nouveau sortir un article et puis mettre en ligne l'enregistrement de cette consultation pour vos collègues qui souhaitent en savoir plus, qui l'ont peut-être loupé. On vous salue très chaleureusement et on vous dit à très bientôt. Et merci surtout pour votre fidélité, pour votre engagement.